Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le nouveau président ghanéen est à Bamako pour aider à une réintégration des pays de l'Alliance du Sahel, des États du Sahel au sein de la CEDEAO. Quelles sont les ambitions de John Dramani Mahama et quelles sont ses chances de réussir? Éléments d'explication à suivre dans ce journal. Dans l'actualité aussi, une fuite de gaz qui fait du bruit au Sénégal sur un champ gazier situé à côté de la Mauritanie. Un incident survenu il y a plus de 15 jours, mais que le public vient seulement d'être informé. Nous irons sur place dans cette édition. Et en cette journée internationale des droits des femmes, focus ce soir sur le rôle essentiel et souvent méconnu des femmes dans l'histoire de l'Afrique noire. Contrairement aux idées reçues, leur engagement ne date pas d'hier. Des périodes précoloniales, elles ont été des actrices majeures dans des domaines traditionnellement masculins tels que la politique et l'armée. Et pour en parler, nous retrouverons depuis Ottawa Paskazi Minani Passy, professeure à l'Université d'Ottawa et autrice de Femmes dans l'histoire en Afrique noire. On ouvre ce journal par la visite du nouveau président ghanéen à Bamako. John Dramani Mahama entame une tournée dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina et Niger. Objectif, militer pour leur réintégration au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec notre correspondant régional, Serge Daniel. Dès son élection à la tête du Ghana en décembre dernier, le président John Dramani Mahama n'a pas caché son intention de nouer d'excellentes relations avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il a même nommé assez rapidement un conseiller spécial chargé des relations avec ces pays. Le voilà lui-même qui descend actuellement sur le terrain en commençant une visite par le Mali. Revenez au sein de la CEDEAO, c'est votre grande famille, nous allons travailler ensemble, sera le premier message qu'il va faire passer à Bamako. Mais à Bamako, les autorités estiment qu'il est trop tard de revenir au sein de l'organisation régionale, mais qu'en revanche, l'AES peut consolider ses rapports, ses relations avec les pays de la CEDEAO, notamment en matière de libre circulation des biens et des personnes. Mais que ce soit à Bamako, à Niamey ou même à Ouagadougou, le président ghanéen pourrait également proposer à ses pairs d'intégrer l'initiative d'Accra en matière de lutte contre le terrorisme. C'est une initiative qui est différente de celle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et le Ghana pourrait peut-être prendre le leadership en disant à ses interlocuteurs de venir pour qu'ils travaillent ensemble dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Venons-en à cette fuite de gaz qui fait du bruit au Sénégal car il concerne un champ gazier partagé avec la Mauritanie. L'incident est arrivé il y a plus de 15 jours, mais l'État vient tout juste de communiquer. Il assure que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour limiter l'impact environnemental et que l'opérateur BP travaille à une solution rapide. Notre correspondant à Dakar, Elie Manda, nous en dit plus. L'incident est survenu dans la nuit du 19 au 20 février 2025 dans un puits situé à 120 km des côtes sénégalaises, renseigne un communiqué publié par les ministères de l'Environnement et de l'Énergie du Sénégal. Le communiqué informe que l'État sénégalais a enjoint l'opérateur britannique British Petroleum à déployer les gros moyens pour une gestion rigoureuse de cette situation. L'inquiétude commençait à monter ces derniers jours, surtout chez les communautés de pêcheurs, mais aussi d'organisations de la société civile sénégalaise comme le think tank Lex Africa, un think tank qui travaille sur la question des hydrocarbures sénégalaises depuis maintenant de nombreuses années et qui informe que ce genre de fuite peut avoir des impacts désastreux sur l'environnement, sur l'écosystème marin, mais aussi sur la pêche. Les ministères de l'Environnement et de l'Énergie du Sénégal informent qu'une surveillance multimodale est en cours sur le site par le déploiement de drones, d'hélicoptères, mais aussi d'engins sous-marins. C'est ainsi des débuts délicats pour le Grand Tortue Ahmeyim, ce gisement de gaz à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie, dont le premier puits a été foré avec succès il y a un peu plus de 2 mois.
Allez, on passe au Rwanda qui cherche à communiquer sur ses productions de minerais. Le pays est accusé assez régulièrement de s'approprier illégalement les richesses de son voisin, la RDC. L'Office rwandais des mines a donc organisé une visite d'une mine de cassitérite située aux abords de la capitale. Notre correspondante, justement, Juliette Montilly, y était. Je me trouve dans la mine de Gamiko, à seulement quelques minutes de Kigali. L'entreprise Gamiko extrait de la cassitérite, mais aussi du tantal et du niobium, dont le mélange produit le coltan, ce métal stratégique notamment utilisé dans la production d'appareils électroniques. C'est à l'initiative de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz que les lieux ont été ouverts à la presse, avec un objectif, montrer que le Rwanda produit bien ses minerais, alors que le pays est régulièrement accusé de s'approprier illégalement les minerais de son voisin, la RDC. Pour Gamiko, aujourd'hui, ils produisent 28 tonnes par mois, 28 tonnes de cassitérite. C'est une société qui travaille sur 200 hectares. Et principalement dans les mines souterraines, donc dans le underground. Et ils ont fait aujourd'hui 8 tunnels qui sont reliés entre elles et qui forment un réseau d'à peu près 15 km. Les accusations de pillage des ressources naturelles de l'Est de la RDC se sont renforcées depuis 2024 lorsque le Rwanda, selon les chiffres de son ministère des Finances, a vu sa production de coltan augmenter significativement. Une hausse qui a coïncidé avec la prise de la mine de Rubaya par les rebelles du M23, dont Kigali est accusé de soutenir l'offensive actuelle dans l'Est du pays. Le Rwanda adhère aux lignes directrices de l'OCDE en matière de diligence raisonnable pour les chaînes d'approvisionnement en minerais. C'est sur cette base que l'Office rwandais des mines est chargé de la traçabilité. Il n'empêche que l'Union européenne, par la voix de sa chef de la diplomatie, Kaja Kallas, a annoncé la semaine dernière le réexamen du protocole d'accord sur les minerais stratégiques, signé un an plus tôt avec Kigali. Et on passe à cette affaire qui suscite la polémique et indigne les militantes des droits des femmes au Nigeria. Une sénatrice a été écartée du Sénat pour 6 mois après avoir accusé son président de harcèlement sexuel. Elle affirme qu'il a bloqué à plusieurs reprises une motion qu'elle défendait en l'associant à des faveurs sexuelles. Lui dément ces accusations. Les détails avec Clémence Valère. Le Sénat suspend la sénatrice Natasha Akpoti-Uduaghan pour 6 mois pour une violation totale du règlement du Sénat 2023. Le 6 mars, la sénatrice nigériane Natasha Akpoti-Uduaghan est expulsée du Sénat, accusée par le comité d'éthique de mauvais comportement. La suspension survient après que la députée a soumis une pétition contre le président du Sénat. Dans le document, elle l'accuse de harcèlement sexuel et d'abus de ses fonctions. La pétition est dirigée contre le président du Sénat, le sénateur Godswill Akpabio, pour harcèlement sexuel, abus de pouvoir et obstruction malveillante aux fonctions législatives de l'éminente sénatrice Natasha Akpoti-Uduaghan. La commission sénatoriale d'éthique a rejeté la pétition de la sénatrice et a entériné sa suspension avec effet immédiat. Une décision dénoncée par la sénatrice. Contre la culture du silence, de l'intimidation et de la honte des victimes, ma suspension injuste du Sénat nigérian invalide les principes de la justice naturelle, de l'équité et de l'impartialité. La suspension a également entraîné une vague d'indignation sur les réseaux sociaux nigérians. Le fait de rejeter une accusation grave contre le président du Sénat, comme les sénateurs l'ont fait hier de manière irresponsable, est une aberration démocratique. Ce qui s'est passé hier dans la Chambre du Sénat, où un président du Sénat a présidé une affaire grave le concernant, est une farce et une tache sur notre démocratie. Godswill Akpabio nie les accusations à son encontre. Face à la situation, la sénatrice du district de Kogi central a annoncé qu'elle allait intenter une action devant la justice et réclame 100 milliards de naira, soit 60 millions d'euros de dommages et intérêts. On reste dans le cadre des droits des femmes en ce 8 mars. Nous tentons de mettre la lumière, le rôle essentiel et souvent méconnu des femmes dans l'histoire de l'Afrique noire. Et contrairement aux idées reçues, leur engagement ne date pas d'hier. Dès les périodes précoloniales, elles ont été les actrices majeures dans différents domaines traditionnellement masculins, tels que la politique et l'armée. Pour approfondir ce sujet, nous recevons en direct depuis Ottawa, Pascasie Minani Passy, professeure à l'Université d'Ottawa et autrice des femmes dans l'histoire de l'Afrique noire aux éditions CEPIA. Pascasie Minani Passy, merci de nous rejoindre dans le JTA sur France 24. Merci à vous d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi. Alors, votre livre met en lumière des figures féminines africaines qui ont joué des rôles clés
avant la colonisation, notamment dans l'armée et la politique. Racontez-nous d'abord, peut-être rapidement, ce qui vous a fait vous intéresser à ce sujet. Il y a plusieurs facteurs qui m'ont poussé à écrire ce livre. Le premier étant que quand j'ai commencé à enseigner à l'Université York, à Toronto, c'était en 2017. Et mes étudiants, qui étaient à grande majorité des jeunes noirs, me posaient la question à savoir, Madame, pourquoi il y a surtout les images et les informations négatives qui circulent sur les personnes noires? Est-ce qu'il n'y a pas de bonnes informations? Est-ce qu'il n'y a pas l'histoire positive sur nous en tant que peuple? Donc ça m'a touchée et ça m'a poussé à aller chercher qu'est-ce qui est positif sur l'histoire des personnes noires. Ça, c'était le premier facteur qui m'a vraiment poussée. Mais le deuxième, c'est l'utilisation du mot « haine ». Je ne sais pas si en France, vous utilisez ce mot, mais dans... Nègre, c'est ça? Exactement. Oui, voilà. En France, on peut l'utiliser. En tout cas, c'est pour que les gens comprennent, surtout. Exactement. Donc, en 2020, à l'Université d'Ottawa, il y a une professeure qui l'a utilisé et les étudiants noirs ont montré qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'utilisation de ce mot. Elle a justifié l'utilisation en disant que c'est la liberté d'expression dans le milieu académique. Elle l'a répété au prochain cours, donc ça a déclenché une crise qui a divisé les professeurs, mais aussi l'administration de l'université. Ce qui fait que ça aussi, ça m'a touchée parce que je me suis dit, peut-être les gens dénigrent les personnes noires parce qu'ils ne connaissent pas qui nous sommes en réalité. Ils se basent sur ce que la vie mondiale fait sur qui nous sommes. Donc, je me suis dit, c'est le moment maintenant de publier le livre qui montre qui nous sommes en tant que peuple. Absolument. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes de ces femmes et de leur impact sur les sociétés, justement, sur leurs sociétés respectives? Je peux parler, par exemple, de Anna Zinga. C'est la reine qui a milité à plusieurs niveaux. Au niveau régional, elle a protégé son royaume en luttant contre les royaumes voisins. Parce qu'à cette époque, au XVIe siècle, il y avait les guerres de conquête entre les différents royaumes. Mais aussi, il y avait le danger devant tous les royaumes parce que c'était la période où les Portugais allaient chercher les esclaves. Donc, Anna Zinga d'Angola, elle a milité, elle a organisé son royaume, elle a organisé son armée, elle a travaillé en tant que diplomate pour négocier les termes visant à mettre l'esclavage sur son royaume, bien sûr sans succès parce que son armée n'était pas assez équipée par rapport à l'armée portugaise. Mais on peut parler de cette femme. La femme qui a fait face à l'intimidation des Portugais à cette époque, on parle du XVIe siècle. Il y a aussi eu effectivement les Amazones aussi du royaume du Dahomey. Mais vous mentionnez que la colonisation a renforcé les valeurs patriarcales, confinant justement les femmes à la sphère privée, parce qu'on a vu, il y avait eu une reine, il y a aussi eu des militaires. Comment cette transition s'est opérée et quelles ont été les conséquences pour les femmes africaines? Le bouleversement des rapports sociaux des sexes s'est fait progressivement, mais ça s'est fait stratégiquement aussi. Par exemple, on peut parler de l'éducation genrée qui a été instaurée. L'éducation genrée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire donner accès à l'éducation académique aux garçons pour les préparer à la gestion de ce qui découle du public et forcer les jeunes filles à faire les études, les préparant pour être les bonnes mères, les bonnes épouses, etc. Donc ça, c'est à un niveau. À l'autre niveau, c'est tout simplement l'élimination physique des femmes qui jouaient le rôle de leadership. Par exemple, l'élimination physique des Amazones. Ce sont les Français qui ont éliminé les Amazones physiquement parlant, mais aussi les différents colons. Par exemple, si on peut parler des Yasantewa des Ashanti au Ghana, ce sont les Britanniques qui l'ont poussé à l'exil. Bref, éliminer les leaders féminines, donc les femmes qui avaient le pouvoir, qui dirigeaient comme les reines-mères, comme les reines tout simplement, comme les militaires, donc les éliminer, les faire sortir de postes de prise de décision et après installer le système d'éducation genrée.
Merci beaucoup. Merci Pascasie Minani Passy. Merci beaucoup justement d'être venu dans le JTA et pour tous vos éclairages. Je propose aux gens d'aller plus loin en lisant votre livre « Les femmes dans l'histoire de l'Afrique noire ». C'est aux éditions Sepia. Merci infiniment et c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Ottawa à Bujumbura en passant par Paris. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.